Bonjour à toutes et tous. Et si vous aviez à définir la plus grande qualité que vous attendez d'une personne, que répondriez-vous? Vaste question. Je vous aide, ou plutôt, je resserre la question. Et si cette personne était un dirigeant, que diriez-vous? On ne va pas parler aujourd'hui de futur président de la République, je vous rassure tout de suite, mais de dirigeants tout court, dirigeants d'entreprise, grandes ou petites, d'associations ou d'administrations. Je vous aide encore. Cette qualité, voici comment la définit le petit Robert. Une force morale, une disposition du cœur. Je vous aide une dernière fois, si vous n'avez pas déjà trouvé, avec les mots de 3 grands dirigeants du siècle dernier. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, disait Nelson Mandela. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel, déclarait Georges Jaurès. C'est ce qu'il faut pour se lever et parler. C'est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter, disait encore Winston Churchill. Cette qualité, vous l'aurez deviné, c'est le courage. Une qualité d'autant plus requise quand le monde est en plein bouleversement, comme en ce moment, entre crises sanitaires, climatiques, économiques, sociales, migratoires, sur fond de révolution numérique, de tensions géopolitiques, de menaces terroristes et de crises démocratiques. Un monde où le courage, peut-être, doit être aussi celui de se réinventer. Le courage de se réinventer, voilà ce dont on va parler aujourd'hui, depuis les entretiens de Valpré, où nous avons posé nos studios en partenariat avec le quotidien La Croix, dont vous êtes le directeur de la rédaction. Jérôme Chapuis, bonjour. Bonjour Philippe. Alors le courage de se réinventer, dont on va parler avec 3 invités. Jérôme. Bonjour Marguerite Bérard. Bonjour. Vous êtes directrice des réseaux France et membre du comité exécutif de BNP Paribas. Vous supervisez donc la banque de détail, la banque d'entreprise, la banque privée, soit environ 25 000 salariés. À vos côtés, François Molins, bonjour, procureur général près la Cour de cassation. Vous étiez en 2015 le procureur général de Paris. Vous avez vécu dans ces fonctions les attentats de janvier et novembre. Vous avez d'ailleurs témoigné à ce titre tout récemment au procès du 13 novembre. Et puis, bonjour à vous, Denis Duverne. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration du groupe AXA. Crise climatique, crise financière, Covid. S'il y a bien un secteur qui est contraint de se réinventer, c'est bien celui de l'assurance. On aura évidemment sûrement l'occasion d'en parler avec vous. Alors je l'évoquais à l'instant, notre monde est en pleine mutation, bouleversé, voire très bousculé, notamment avec la crise du Covid ces derniers mois. Beaucoup de dirigeants ont été particulièrement bousculés depuis 1 an et demi. Et j'imagine que vous l'avez été, Marguerite Bérard, à BNP Paribas. Comment relisez-vous cette période si particulière et comment avez-vous trouvé justement le courage de vous réinventer face à ces bouleversements? Bonjour à tous. En fait, je voudrais partager avec vous un paradoxe. C'est que ça n'est pas quand on est le plus bousculé qu'il faut faire le plus preuve de courage, parce que finalement, la contrainte vous pousse naturellement à l'action. En fait, elle vous met en mouvement, vous n'avez pas le choix. Vous évoquiez la crise sanitaire, je vais la considérer un instant, et du point de vue de la banquière que je suis, et seulement de ce point de vue-là, en mars 2020, on se retrouve dans une situation où l'espace de quelques jours, il faut tout réorganiser. Il faut être capable, parce que nous sommes service essentiel, de garder notre réseau d'agences ouvert, tout en protégeant la santé de nos collaborateurs et de leurs proches. Il faut être capable de se lancer en l'espace de quelques jours dans la grande campagne des prêts garantis par l'État, un nouveau produit qui est inventé, les process n'existent pas, les équipes sont à distance et il faut, en l'espace de quelques semaines, faire l'équivalent d'une année de production de crédit. Et en fait, c'est pas là où c'est le plus difficile d'être courageux. D'abord parce que les circonstances, et ça je trouve ça aussi fascinant, quand elles sont un peu plus tendues, elles révèlent souvent ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre nous. Je pense à ce patron des risques qui se reconnaîtra, qui nous a inventé la fiche d'évaluation des situations de la banque la plus succincte de l'histoire des risques que j'ai jamais vue, avec des comités minutes dans nos 150 territoires pour prendre des décisions immédiates. Je pense à ces équipes de nos back-office, de l'informatique, qui en l'espace de quelques jours, 3 jours et 3 nuits, ont inventé des assistants virtuels qu'ils nous construisaient habituellement en 3 mois. Je pense à des collaborateurs qui ont travaillé très tard le soir, les week-ends, le week-end de Pâques,
pour apporter des réponses à des clients qui étaient très angoissés par la suite. Donc, paradoxalement, quand la contrainte est forte, c'est les gens pas se sont là mobilisés de manière incroyable. Où il est le plus difficile d'être courageux. Là où je pense qu'il est le plus difficile d'être courageux, c'est justement quand on pense que la contrainte est là, mais elle n'est pas très forte. On a encore le temps, ou on pense qu'on a encore le temps. C'est l'histoire de cette entreprise qui voit les comportements, les usages de ses clients changer, par exemple sous l'effet du digital, mais qui pense que son modèle va encore tenir un peu, qu'elle n'a pas besoin d'agir tout de suite, qu'elle a peur de se cannibaliser. Je pense à ce monde, et pas seulement parce qu'on sort de la COP26, qui est en train de voir qu'il court à sa perte, mais qui pense qu'il a encore un peu le temps, ou en tout cas qui considère que les actions qu'il devrait entreprendre maintenant et leurs effets sur nos modes de vie, le pouvoir d'achat sont tels que il a envie d'attendre encore un peu et que peut-être ce sera pour les générations suivantes et que lui, il a le temps. Là, il faut du courage pour se mettre en mouvement, en fait. Quand la contrainte n'est pas encore forte, en fait. Quand il y a le temps. Quand on pense, en tout cas, qu'on a encore le temps. Là, je pense que c'est là où il faut faire appel au plus de courage. Alors, il arrive tout de même que les circonstances vous obligent au courage, en quelque sorte. Et là, je me tourne vers vous, François Molins, puisque vous êtes, pour la plupart des Français, le visage, la voix qui les a informés quotidiennement sur l'enquête des attentats de Paris en 2015. À quel moment, dans cette expérience, votre courage a-t-il été mis à l'épreuve? Est-ce que c'est, par exemple, peut-être dans le moment de la rencontre avec les victimes? Oui, je pense qu'il a certainement été mis à l'épreuve à plusieurs reprises. Je ne sais pas si j'ai eu besoin de courage pour rencontrer les victimes, parce que je dirais que je me suis davantage mis sur le registre de l'empathie, de la sincérité, dans la mesure où, c'est ce que je disais avant-hier au procès quand j'ai témoigné, quand on fait du contre-terrorisme, le but ultime de notre travail, c'est d'éviter qu'il y ait des attentats. Donc quand il y en a un, on le ressent toujours comme un échec, même si on n'a pas forcément des choses à se reprocher. Mais n'empêche que c'est un sentiment d'échec. Donc effectivement, se trouver confronté avec celles et ceux qui ont souffert dans leur chair, dans leur esprit, parce qu'ils ont perdu des proches, quelque part, ça peut effectivement être assez déstabilisant. Mais je dirais que peut-être le vrai courage, pour moi, il n'est pas forcément là. Il est peut-être plus, comme le disait Marguerite Bérard tout à l'heure, c'est pas forcément dans les circonstances exceptionnelles qu'il doit être là. Je pense qu'il doit être là au quotidien. Moi, je dirais que pour moi, le courage, c'est d'abord, effectivement, ça réside peut-être d'abord dans un état d'esprit. Alors, ça peut être curieux qu'un magistrat dise ça, parce qu'on prête serment, mais le courage n'est pas dans les qualités qu'on nous demande, dans la prestation de serment qu'on passe, alors que pourtant, je pense que c'est une qualité vraiment première et capitale qu'on doit avoir au quotidien. Mais je pense effectivement c'est davantage un état d'esprit qui, en réalité, va constituer un moteur. On n'est pas comme dans l'entreprise où on travaille pour faire un profit et pour qu'effectivement l'entreprise se développe. C'est pas ça notre moteur, c'est la qualité. C'est effectivement rendre des décisions qui seront le plus justes possible, le plus équitable possible. Donc je dirais que le courage là-dedans, c'est effectivement de s'inscrire dans un fonctionnement qui va vous conduire en permanence à aller vous confronter à l'inédit et surtout à sortir de votre zone de confort. Et comment on fait pour affronter l'inédit, François Molins? La France était effarée, bousculée, par terre le 13 novembre. Comment on trouve le ressort pour justement inventer face à l'inédit qui était devant vous et qu'on vivait tous en direct? Je pense que ça renvoie à des histoires personnelles, ça c'est certain. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup appris dans ma vie. J'ai fait 30 ans d'alpinisme. Je pense que c'est quelque chose qui incite au dépassement de soi et qui vous confronte en permanence à des situations de danger, à des situations où vous savez que vous allez devoir vous dépasser. Je pense que quand on est magistrat, là encore, c'est pas du tout l'entreprise. On est animé par un moteur qui est en réalité une forme de souci constant de se dépasser soi-même. Et je pense que la fonction de juger ou de poursuivre, qu'on soit juge ou procureur, ça incite aussi à ça. Donc c'est aussi ce moteur. Et ce moteur, effectivement, c'est cette volonté que j'évoquais tout à l'heure de toujours chercher à se corriger, à tirer les choses par le haut.
et qu'on retrouve aussi d'ailleurs aussi dans le management. Alors ça peut paraître curieux pour des chefs d'entreprise d'entendre un magistrat parler de ça, mais je pense que ça doit aussi se trouver dans la fonction managériale. Vous pourrez développer tout à l'heure après si vous voulez, qui consiste effectivement à essayer de développer le courage collectif. Et c'est effectivement peut-être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'avoir du courage collectivement. Alors on y reviendra tout à l'heure, effectivement. Denis Duverne, je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration d'AXA. On évoquait ce monde en bouleversement, les crises. Je crois que pour vous, la crise sanitaire a été un bouleversement, il a fallu se réinventer avec des contraintes, comme vous l'évoquiez. Mais au fond, s'il y a un changement qui invite au courage de se réinventer, pour vous, et Marguerite Bérard a commencé à l'évoquer, c'est celui du changement climatique. Alors, expliquez-nous pourquoi c'est majeur pour l'assureur que vous êtes. Alors d'abord, je voudrais vous dire que dans AXA, on a 4 valeurs: intégrité, courage, le client en premier, et One AXA, ça veut dire que tout le monde travaille pour un objectif collectif. Donc le courage pour nous est bien présent. Alors pourquoi le changement climatique? Ça paraît assez évident. Un assureur voit le changement climatique tous les jours, puisqu'il y a chaque jour, chaque année, plus de catastrophes naturelles, plus d'inondations, plus d'épisodes de sécheresse. Et ça fait déjà longtemps que ce sujet du changement climatique est au cœur des préoccupations que nous portons, y compris devant la société. En 2015, quelques mois avant la COP 21 de Paris, nous avons décidé de sortir du charbon. Et un assureur, il a, comme toutes les entreprises, 2 côtés à son bilan, mais comme les banques, il a un gros bilan. Et donc, puisque nous collectons l'argent avant de rendre le service, à différence de la plupart des entreprises, et donc on a 2 sujets qui est quel risque nous souscrivons et comment est-ce que nous investissons l'argent que nous recevons de nos clients. Et donc notre premier mouvement, ça a été de sortir du charbon en tant qu'investissement. Notre deuxième mouvement a été de sortir de l'assurance des entreprises qui fabriquaient du charbon, qui produisaient du charbon. Et on a, chaque année, après 2015, nous avons pris des engagements de plus en plus rigoureux dans ce domaine-là. Donc pour nous, le changement climatique est un sujet préoccupant et on traite ce sujet à la fois dans ce que nous faisons en termes de souscription des risques et d'investissement, mais aussi par la voie que nous portons dans la presse et vis-à-vis des pouvoirs publics. Mais comment on fait, alors que l'objectif effectivement à 2050 c'est du zéro carbone, notamment pour les entreprises financières, comment on fait pour dire à un client potentiel, bah non, là je ne vais plus assurer Alors ça se fait par étapes, parce qu'il y a la solution de la sortie qui est assez radicale, et puis il y a la deuxième solution qui est l'engagement, c'est-à-dire d'avoir un dialogue avec les entreprises, aussi bien les entreprises dans lesquelles nous investissons que celles dont nous souscrivons les risques, en disant bon, nous pensons que vous devriez aller dans telle direction. Et donc, par exemple, cette année, on a décidé de ne plus investir dans les entreprises qui faisaient de l'exploration pétrolière dans le cercle arctique, à l'exception de la Norvège, parce qu'on considère que la Norvège a des bonnes pratiques en la matière, et de ne plus investir dans les entreprises qui font de nouvelles explorations, à l'exception d'un très petit nombre d'entreprises dont on considère qu'elles sont très avancées dans la réflexion sur la transition énergétique et dans leurs pratiques en matière de transition énergétique. Même chose pour la souscription de risque. Nous apportons des conseils à nos clients sur le parcours qu'elles vont avoir pour aller vers le zéro carbone en 2050. Et lorsque nous considérons qu'elles ne se dirigent pas dans la bonne direction, nous leur indiquons que nous ne sommes plus en mesure de les assurer. Ça rejoint d'ailleurs un des points d'un sondage qui a été fait pour les entretiens de Valpré. Quand on parle de courage, la première des choses qu'on répond, c'est oser dire la vérité. Marguerite Bérard, il y a un lien entre le courage, la lucidité et puis la capacité à dire les choses. La capacité à dire les choses et puis aussi peut-être à bousculer un ordre établi. Et alors, là où c'est encore plus difficile de le faire, c'est lorsque ce qui est une contrainte n'est même plus perçu comme une contrainte, parce qu'elle est tellement intégrée, tellement internalisée, que parce qu'elle est le fruit de siècles, voire de millénaires, de normes, d'éducation, de culture, que finalement,
ceux-là même qui vivent cette contrainte la portent en eux et ne la ressentent plus comme telle. Et pour moi, une forme de courage, c'est justement de savoir parfois prendre la parole contre cet ordre établi. C'est par exemple lorsque, alors je le dirais peut-être parce que je suis une femme, mais lorsque on considère dans une société qu'il est normal que les entreprises soient d'abord dirigées par des hommes, d'abord créées par des hommes, qu'il est normal que les hommes gagnent plus que les femmes. Voilà. Et en fait, cet état de fait est parfois lié à une contrainte qui n'est plus reconnue comme telle. Et alors là, le courage, c'est justement de la reconnaître et d'être capable de l'exprimer. Et ça demande un peu de courage. Gros sujet là quand même, le courage de réinventer la gouvernance des entreprises avec beaucoup plus de femmes à leur tête. Vous êtes l'une d'entre elles. Où allez-vous puiser ce courage de dire et comment faire justement pour inciter et donner le courage peut-être aux hommes de réinventer, de lâcher ? Je crois que les entreprises, et c'est extrêmement heureux, elles ont d'abord commencé par diversifier leur conseil d'administration et de plus en plus leurs directions sont là aussi plus diverses, plus féminines. Si je regarde notre comité exécutif, on est un tiers de femmes aujourd'hui, on sera 40% en 2025, donc on se donne des objectifs, parce que de toute façon, ce qu'on ne mesure pas généralement ne se réalise pas, n'arrive pas. Et pour y arriver, on s'assure aussi que dans toutes les générations de l'entreprise, dans tous nos viviers de talents, des plus jeunes aux plus confirmés, on est systématiquement à la parité, parce qu'on sait que ce sera aussi le moyen d'avoir demain des directions d'entreprise qui sont à l'image de ce qu'est la société. Là, je parle d'une diversité homme-femme, mais je pense que c'est très important d'être à l'image de notre pays, c'est-à-dire aussi la diversité de nos générations, de nos origines, pour ne citer que quelques exemples. Et je reviens sur un point que vous souleviez tout à l'heure, Marguerite Bérard, la lutte en fait contre les conservatismes dans une institution comme la justice, François Molins. Ça doit demander beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Là aussi, ce sont des vertus qui sont liées, d'aller à l'encontre du « on a toujours fait comme ça ». Oui, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, sortir effectivement de son habitude et de sa zone de confort. Alors, ce n'est pas forcément être contre, on peut voir effectivement ça comme si à la tête d'un parquet on initie une politique pénale, vous la voyez contre dans votre question, elle peut aussi avoir une vertu, j'allais dire, d'anticipation, c'est-à-dire que dans le fonctionnement d'un service public, il peut y avoir bien sûr l'impulsion qui vient du haut, du politique ou des directeurs d'administration, et qui va insuffler les politiques publiques qui sont menées par tous les acteurs. Vous pouvez aussi avoir des initiatives extrêmement intéressantes qui viennent du terrain, des initiatives prétoriennes, qui finalement sont à l'avant-garde et qui sont une voie de progrès par rapport à l'habitude qui est suivie et aux méthodes de travail qu'on vous demande de poursuivre, et qui peut finalement, parce qu'elle va faire ses preuves, inspirer une évolution de la politique publique nationale. Je vais vous prendre un exemple très simple. Alors, effectivement, ça peut être une forme de, je ne sais pas si c'est vraiment du courage, il y a peut-être une part de risque. On parle beaucoup du téléphone grand danger aujourd'hui qui a été généralisé sur tout le territoire pour doter les femmes victimes de violences à Saint-Denis. Vous savez d'où c'est parti ? C'est parti de l'expérience qu'on a menée avec une militante féministe de la Seine-Saint-Denis, responsable d'association, dans les années 2005-2006, où on est arrivé à monter un partenariat avec la région, le Conseil régional Île-de-France, et Orange, et une centrale d'appel qui s'occupait des personnes âgées qui étaient dépendantes à domicile. Voilà d'où vient le téléphone grand danger. Donc vous voyez bien aussi la possibilité qu'on a, effectivement, d'initiative, et qui va peut-être vouloir aussi et parvenir à être une source de progrès, et au bout du compte, se trouver nationalisé dans une politique et finalement inscrit dans la loi.
derrière le courage de se réinventer en tant que dirigeant se cachent forcément des questions éthiques, Jérôme. Oui, et quand il s'agit de se réinventer ou simplement d'exercer ses fonctions, le courage, ça consiste aussi parfois à se heurter à des résistances, à des pressions de tout type. Ça peut être celle de son administration, celle de l'État, celle de groupes d'intérêt, de lobbies. François Molins, quand on est magistrat, on est forcément confronté aux intérêts, à ceux des puissants. En quoi est-ce que ça demande du courage ? Oui, certainement. Certainement parce que vous allez devoir prendre une décision. Être magistrat, c'est décider tout le temps. Et la décision que vous prendrez, je vais schématiser, elle va faire a priori un mécontent et un ingrat. Hein ? Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous ne satisferez jamais la totalité du public qui attend votre décision. C'est quelque chose, moi, que j'ai intégré dans ma tête depuis longtemps, notamment dans des... On connaît tout le climat de politisation qu'il y a autour de la justice aujourd'hui et les procès qui lui sont faits aujourd'hui. C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours aidé à relativiser en termes de fonctionnement et qui m'a toujours apporté une forme de sérénité par rapport au courage que je devais manifester en prenant ma décision. C'est que je me suis dit, de toute façon, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Ça passe par le détachement, alors ? Le courage du détachement. Oui, si on veut. Mais comment on résiste dans le monde si particulier que le vôtre, avec la responsabilité que vous avez en tant que magistrat, aux pressions? On a évoqué, il y a le monde politique, il y a peut-être la corruption. J'imagine que vous y êtes peut-être soumis, je ne sais pas, dans ce pays, et ça existe dans d'autres pays? Non. Je ne pense pas qu'il y ait de corruption là. Enfin, vis-à-vis des magistrats. Oui, ça existe dans d'autres pays, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, c'est des choses qui arrivent. Honnêtement, je pense pas. Il y a eu des très gros efforts sur le plan de la déontologie et de la prévention. On a aujourd'hui des systèmes de déclaration d'intérêt, et c'est peut-être ça d'ailleurs aussi qui a expliqué si peu de poursuites disciplinaires contre les magistrats, parce que je pense qu'on a un dispositif de prévention qui est quand même assez intéressant par rapport à ceux d'autres pays étrangers. Mais ça, on le sait pas assez. Moi, des pressions directes, il y a un avant et un après. En juillet 2013, le pouvoir politique pouvait donner des instructions, la loi le permettait, aux procureurs dans les affaires individuelles. Depuis une loi du 25 juillet 2013, c'est terminé. Moi, je dois dire que, très franchement, quand j'étais à Paris, je n'ai jamais eu de pression directe. Par contre, il y a une autre pression, et c'est là effectivement où il faut avoir le courage d'y résister. C'est une pression qui est plus diffuse, qui ne se manifeste pas directement, qui est la pression médiatique, qui est la pression que vous pouvez avoir quand vous lisez des articles. Vous connaissez la presse, il y a une presse qui est objective, il y a une presse aussi qui décline des tribunes qui le sont beaucoup moins, dans lequel effectivement on peut vous mettre en cause, on peut raconter des choses désagréables sur vous. Le courage aussi, effectivement, c'est d'arriver à résister par rapport à ce climat de suspicion et de continuer à essayer de faire en sorte, au moins essayer, de faire votre travail on va dire justement, et en respectant les canaux et les fondamentaux de votre métier. Et ça aussi, c'est une forme de courage. Mais cette pression-là, elle est beaucoup plus diffuse et elle est peut-être plus compliquée à gérer. Denis Duverne, vous êtes le patron d'un grand groupe international, présent sur tous les continents. On est souvent, en tant que dirigeant, face à des gouvernements, à des États, à de la corruption aussi, potentiellement. Comment trouver le courage de rester ferme dans ses décisions, de peut-être réinventer la manière dont ça se fait dans ce pays, justement, en question, quand bien même il y aurait des traditions de corruption, et rester fidèle à ses valeurs? Comment on fait? Alors, d'abord, je crois beaucoup au processus. Bien sûr, je crois au courage individuel, mais je crois aussi beaucoup au processus. Et donc, dans AXA, nous avons un code d'éthique depuis 2003 qui est extrêmement précis et qui interdit évidemment toute forme de corruption, qui interdit toute forme de relation malsaine avec les autorités politiques. Et je pense que c'est un excellent garde-fou. Et on demande à chacun de nos patrons de filiales et à leurs collaborateurs directs de signer chaque année une attestation de conformité avec ce code d'éthique qui, comme je vous le dis, existe déjà depuis 2003. Ensuite, il y a les valeurs de l'entreprise et l'exemplarité des dirigeants qui sont un autre élément fondamental. Et puis enfin, il y a une gouvernance solide avec un conseil d'administration et des dirigeants
Et je pense que cet ensemble-là forme une excellente protection contre ces déviations. Alors, il y a évidemment des situations exceptionnelles dans lesquelles on trouve ici ou là des cas de corruption, ça arrive, et on a, je dirais, un contrôle interne, on a un audit, une équipe d'affaires spéciales qui examine ces situations particulières, mais c'est vraiment des cas extrêmement rares qu'on va d'ailleurs mettre en exemple pour montrer la façon dont on les traite, dont on les sanctionne. Mais je pense que dans un grand groupe, s'il y a la bonne gouvernance, l'exemplarité des dirigeants et des bonnes procédures, on est assez bien équipé. Évidemment, il y a des pays qui sont plus compliqués que d'autres, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Vous avez dû refuser des marchés, par exemple? Non, mais alors, oui, bien sûr, parce que il y a depuis une vingtaine d'années, de façon graduelle, d'abord les États-Unis, puis l'Angleterre, puis maintenant la France avec la loi Sapin, ont mis en place des textes en matière de corruption qui ont une portée extraterritoriale. Et donc, on est extrêmement sensible à tous ces sujets-là. Et par exemple, il y a des pays qui sont soumis à des sanctions internationales. Et donc, on s'assure, avant par exemple d'assurer une cargaison, qu'elle ne porte pas sur des marchandises qui sont soumises à ces sanctions internationales. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement suivi dans le plus grand détail avec des procédures de remontée hiérarchique qui sont très efficaces. Et donc oui, on refuse des affaires tous les jours. Il y a des processus et puis il arrive que les visions personnelles, sur un plan plus personnel, Marguerite Bérard, les visions divergent entre les actionnaires et les dirigeants. Ça peut arriver là aussi, le courage de dire les choses. Comment est-ce que ça se passe quand les désaccords doivent s'exprimer et persistent entre un actionnaire et un dirigeant? Il y a des règles de fonctionnement d'une gouvernance d'entreprise qui permet la résolution de ces différences, si différents il y a entre un exécutif et son conseil et les représentants de ses actionnaires. Une de mes convictions quand même, c'est qu'une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise où le conseil apporte à la fois son soutien, mais aussi sa capacité à challenger, bien sûr, la direction de l'entreprise, et où on est capable de partager ensemble de manière suffisamment transparente les questions qu'on peut se poser. Ça veut dire, pardon de vous interrompre, mais que vous attendez des personnes qui travaillent avec vous, sous votre responsabilité, qu'elles vous disent la vérité, éventuellement avec sincérité. Qu'elles aient ce courage. Bien sûr, c'est ce qu'il y a peut-être de plus important. Mais j'ai envie de dire, les Anglais ont une jolie expression qui dit « it takes two to tango ». C'est-à-dire que pour que ce soit possible, il faut que vous-même, vous créez autour de vous les conditions de cette discussion. Ensuite, il y a quelqu'un qui est en charge de décider, de trancher. Mais si vous créez autour de vous un cercle de réassurance qui relève plus de l'entre-soi que de la capacité d'un dialogue avec autrui qui ne pense pas comme vous, alors vous êtes très, 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 très mal barré. Le sujet, c'est d'arriver à organiser autour de soi, là encore parce que l'entreprise est diverse, plurielle, parce que les talents sont différents, des gens qui auront des idées différentes, les conditions de ce partage, de ce dialogue, de ce lien, et puis à un moment donné, on tranche. Une entreprise, ça n'est pas non plus démocratie, il y a quelqu'un qui est en responsabilité pour arbitrer, pour trancher, on donne une direction et on y va ensemble. Mais cette capacité à créer les conditions du dialogue, elle est absolument essentielle. C'est vrai entre un conseil et un exécutif, et c'est vrai au sein des équipes d'une entreprise. Je reviens à la banquière que vous êtes, Marguerite Bérard. Il y a eu en 2008 la crise des subprimes qui a mis en cause des pratiques bancaires qui ont choqué certains. Des banques ont même fait faillite. On sait qu'il y a eu des dérives.
liées à la spéculation financière. Comment, quand on est banquière comme vous, en haute responsabilité, depuis cette date de 2008, on peut trouver le courage de se réinventer face au poids de la spéculation internationale, face au... Je me fais l'avocat de ce que pensent des personnes, hein, et beaucoup de personnes, face au poids du court-termisme, face au long terme. Comment trouver le courage de réinventer peut-être une autre manière de faire de la banque? La conception que j'ai de mon métier, de notre métier, et c'est la raison pour laquelle je l'aime, c'est qu'en fait, on est au cœur du financement de l'économie, qu'il s'agisse des particuliers et de l'économie réelle. Financer l'achat immobilier de quelqu'un parce que sa famille s'agrandit, financer les projets d'une entreprise qui grandit, qui part à l'international, qui souhaite nouer des partenariats, qui se transmet. On a le doigt sur le pouls du financement de l'économie. Et il ne se passe pas, on parlait de transition écologique, honnêtement, si ces sujets intéressent des jeunes aujourd'hui, moi je leur dis le meilleur moyen, le meilleur endroit pour s'en occuper, c'est de le faire dans le système financier, parce que c'est nous qui orientons, apportons les ressources qui vont permettre aux entreprises de se lancer dans cette transition. Souvent, en fait, et là aussi ça demande du courage, et ça n'est pas que uniquement le cas dans l'entreprise, c'est le cas, je crois, pour la société, c'est de réconcilier et de savoir penser le temps long au-delà de cycles courts, la publication trimestrielle des résultats ou bien un cycle électoral. Parce que si on regarde finalement les grands défis collectifs auxquels nous sommes confrontés, je pense à l'éducation de nos enfants, je pense aux défis écologiques, je pense à la réduction des inégalités sociales, je pense au vieillissement de la population. Ces défis, ils ont tous quelque chose en commun. Si je reprends l'expression de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard dans le rapport qu'ils ont remis il y a quelques mois au président de la République, c'est que leurs effets immédiats sont bien plus faibles, que leurs effets à long terme. Et en fait, ça incite souvent les décideurs à temporiser. Ce dont on doit être capable, qu'on soit dirigeant d'entreprise ou qu'on soit personnalité politique, c'est de faire preuve d'un certain altruisme. C'est de ne pas nécessairement laisser à la génération suivante le soin de s'en occuper. Et de le faire parfois en se disant que ce ne sera pas toujours très populaire. Mais si on regarde un instant chez nos voisins, est-ce que l'Allemagne d'Angela Merkel aurait été l'Allemagne d'Angela Merkel sans les réformes de Gerhard Schröder, pour ne citer que cet exemple. Donc voilà, une des questions qui se pose, et je crois que c'est vrai dans le secteur public, c'est vrai dans le secteur privé, c'est cette capacité à penser le temps long, à aller au-delà des cycles courts, de ce que vous appelez la spéculation, mais en tout cas, moi, la manière dont je conçois mon métier, et c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je l'aime, c'est que j'ai l'impression de participer de manière très directe au financement d'un monde qui change et de l'accompagner. François Molins, le regard que peuvent porter certains Français sur la justice, c'est que c'est long, ça met du temps, il y a une inertie monstrueuse, il n'y a pas assez de moyens, on en entend parler souvent dans les médias, et puis il y a, et vous en avez été le premier témoin, cette justice a été très bousculée par tous ces attentats, ce terrorisme en France. Comment, dans une machine énorme comme la vôtre, trouver le courage de réinventer des process, des manières de faire, des choses différentes face au poids, pour le coup, de l'inertie? Je pense que c'est toute la force des équipes. C'est toute la force des équipes. Un parquet, c'est un peu particulier. Il faut que vous imaginiez une entité où il y a un chef, il y a des subordonnés, mais qui fonctionnent avec des délégations qui résultent de la loi et qui vous donnent une compétence totale aux subordonnés. C'est-à-dire que le subordonné, dès lors qu'il est nommé dans votre parquet, il va engager la totalité de l'équipe, et vous aussi, de par sa simple signature.
Donc c'est vraiment une œuvre très collective dans laquelle le sens de l'équipe est extrêmement poussé et qui induit des fonctionnements qui sont particuliers. J'écoutais tout à l'heure le sondage là, qui évoquait la problématique de la délégation. Alors, c'est pas l'armée, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est un petit peu particulier en ce sens que, et ça renvoie à cette forme de courage collectif qui peut aider à se réinventer, le chef à l'autorité, c'est sûr. Et ça, ce que je dis, je l'ai vraiment touché du doigt et vécu au moment des plus gros attentats. Le chef à l'autorité, mais il ne peut rien faire sans ses subordonnés. Chaque subordonné a son champ de compétences et la réussite de la mission, elle est aussi fonction de la capacité du subordonné à bien faire ce qu'il doit faire. Et c'est là où il y a un jeu qui, je trouve, est extrêmement intéressant, qu'on voit surtout en période de crise, c'est que bon, le sens profond de l'autorité, moi je dis souvent, c'est la racine latine du mot augere, c'est augmenter. Le sens de l'autorité, c'est d'augmenter l'autre, de le faire grandir. Donc effectivement, un bon chef, c'est celui qui va faire grandir son subordonné. Le subordonné, si vous le faites grandir, à son tour, il va vous faire grandir aussi. Parce que dans un rapport de délégation et de confiance, il va avoir des exigences de plus en plus fortes, qui vont aussi vous tirer par le haut. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai noté chaque fois qu'on a été confronté à des fortes polémiques ou à des situations de crise, c'est effectivement cette espèce de jeu collectif qui interagit l'un sur l'autre et qui finit en réalité par transcender tout le monde et qui vous conduit effectivement à mieux faire face aux enjeux que vous devez surmonter. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça apporte une cohésion qui est fantastique à l'équipe, ça la transcende et ça, en général, l'aide dans ce schéma effectivement de délégation et de confiance à échanger et à trouver des solutions pour, notamment dans le cadre de retour d'expérience, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup pratiqué à l'époque au parquet de Paris. C'est pas fait partout. Il y a un certain nombre d'administrations et de sociétés qui le font. Vous avez un événement, vous jetez un regard sur ce que vous avez fait pour voir ce qui a bien marché, ce qui a mal fonctionné. Ça peut être assez destructeur des fois. Et c'est comme ça qu'on progresse, à moyen constant. Et je pense que ça peut être un élément d'explication par rapport à la question que vous posez. Quand on parle de courage et quand on est dirigeant, quand on doit prendre une décision, il y a un enjeu personnel aussi, Jérôme. Oui, et ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que disait à l'instant le procureur François Molins. On voit bien qu'il y a un lien entre le courage comme une vertu personnelle et puis le courage collectif. Denis Duverne, on a parlé aux entretiens de Valprès de la solitude du dirigeant. Le dirigeant, il doit être spécialement courageux, il doit être plus courageux que les autres. En d'autres termes, pour reprendre le thème des entretiens de Valprès, il doit être celui par lequel le courage s'attrape. Non, je crois que le courage, c'est un sujet pour chacun des membres de l'équipe. Et je pense que le rôle du dirigeant, c'est effectivement, en situation de crise, de montrer qu'il a confiance. Parce que, moi, je me rappelle justement, là, on parlait de la crise de 2008, et je me rappelle la façon dont les gens me regardaient quand j'allais prendre l'ascenseur ou quand je passais dans les couloirs dans cette crise de 2008. Et ils voulaient voir, et si j'étais souriant, ils disaient, bon, finalement, on va s'en sortir, c'est bon, on peut y aller. Donc ça, je crois que c'est très important. Et ensuite, il faut créer l'espace de confiance pour que les collaborateurs puissent vous dire la vérité, vous dire ce qu'ils pensent et vous alimenter. Donc, je pense qu'à la fin, le dirigeant, effectivement, est celui qui prend la décision. Dans une entreprise, d'ailleurs, avec son conseil d'administration. Donc, il n'est jamais seul. Les décisions importantes, elles se prennent avec le conseil. Et avec le conseil, un conseil qui fonctionne bien, ça n'est pas un conseil où on vote, c'est un conseil dans lequel on crée un consensus. Ensuite, dans le fonctionnement du patron avec ses collaborateurs, je pense qu'il faut créer le climat de confiance qui fait qu'on est toujours en vérité et qu'on est capable d'écouter le message que les uns et les autres ont à apporter. Donc la solitude du dirigeant, pour moi, il y a effectivement un élément de solitude qui est, il faut être celui qui a toujours confiance, mais en dehors de ça, on n'est jamais tout seul. Et donc je pense que c'est vraiment la capacité à créer ce climat de confiance pour rester tout le temps dans le collectif. Il y a un élément qui m'a surpris dans
les commentaires qui ont été faits tout à l'heure sur le sondage, parce que je crois que la délégation est vraiment un élément essentiel. Et dans la crise aussi, la délégation est importante, parce que la crise, on l'a vu plusieurs fois dans cette journée, nécessite de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Et donc ce sujet de donner la capacité aux personnes, là où elles sont, de prendre les décisions, c'est un élément décisif en temps de crise, encore plus qu'en situation normale. Marguerite Bérard, quand il s'agit de réinventer, de faire autrement, d'emmener les gens à faire autrement parce que le monde change et parce que, en plus, on ne le voit pas forcément changer ou il change beaucoup plus vite qu'on le croirait, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, entre ce rapport entre le temps court et le temps long. Il faut avoir confiance en soi. Voilà, il faut aller puiser quelque chose de fort quand on est souvent seul en tant que dirigeant. Vous, Marguerite Bérard, c'est quoi votre manière de nourrir cette confiance en vous pour avoir le courage d'emmener vos équipes dans des manières de faire différentes? Elle est compliquée, votre question, mais je pense qu'on peut puiser des ressources dans plusieurs domaines. On l'a dit, par le dialogue, l'échange, par ceux qui vous entourent. Je crois qu'on n'est pas condamné à la solitude, même si à un moment donné il y a une forme de gravité parce qu'effectivement on engage sa signature, sa responsabilité, etc. C'est vrai, mais on n'est pas condamné à cette solitude. Et puis je crois qu'on peut trouver des ressources d'abord dans la curiosité. Moi, c'est une des chances de mon métier. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise qui vivent de grandes aventures. Et à la fois, je les accompagne parce que je suis leur banquier, mais je me nourris également de ce qu'ils observent partout dans le monde. Je me nourris des tendances qu'ils me décrivent, etc. Et je me dis, et ça, pour moi, ça veut dire quoi? Et les sources d'inspiration, elles sont multiples. Elles sont aussi dans les livres qu'on peut lire, dans la musique parfois qu'on écoute. Enfin, la curiosité d'esprit, je pense, est l'une des meilleures protections, ou en tout cas l'une des meilleures clés pour avoir envie de comprendre le monde tel qu'il est. Et puis, après, il y a une chose à laquelle je crois très profondément, c'est le bon sens. C'est-à-dire celui qui consiste d'une part à se donner une ligne de conduite et à se dire, on a parlé de code de déontologie ou d'éthique, ça je crois que c'est très important, ça vous donne une colonne vertébrale dans voilà, ce qu'il faut faire et la manière de le faire. Et puis, il faut souvent revenir à des questions très simples. Je vais vous donner, par exemple, voilà, quand on regarde le dossier d'une entreprise dans un comité de crédit, on peut se rassurer avec des business plans très compliqués, beaucoup de chiffres, la technique, ça rassure. Mais en fait, la réalité, c'est de se poser des questions assez simples. C'est de se dire, est-ce que je comprends ce modèle d'affaires? C'est une entreprise innovante, est-ce que je comprends ce qu'elle fait ou pas? Est-ce que j'ai confiance dans ce dirigeant parce que c'est une relation d'affaires qu'on a depuis longtemps, ou en tout cas qu'il m'a convaincu? Est-ce que, si c'était mon argent, je le mettrais dans cette affaire? Ça, c'est la meilleure question à se poser, parce que si on n'est pas sûr, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, je reviens, pardonnez-moi, à des choses très simples, mais parce que je crois que ce bon sens, quand il vous guide, et puis cette curiosité d'esprit et cette capacité à créer des conditions du dialogue autour de vous, ça fait quand même beaucoup pour avancer. Et puis, enfin, on crée la capacité d'entraînement en démontrant jour après jour qu'on se transforme. Moi, je sais qu'il y a quelques années, par exemple, l'application qu'on proposait à nos clients particuliers n'était pas exactement au meilleur standard. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup investi, on l'a fait avec constance. Quand des agences de notation spécialisées dans le digital nous regardent, elles considèrent qu'on a la meilleure proposition, une des meilleures propositions de valeur parmi les banques à réseau. Donc, on donne du courage aussi en donnant des éléments de preuve sur le fait qu'on est capable d'avancer et de progresser. François Molins, votre manière à vous de trouver cette confiance profonde, un peu mystérieuse,
pour trouver le courage de prendre une décision. Où est-ce que vous allez la puiser? Et puis surtout, comment vous gérez le doute? Alors, là aussi, c'est pas simple de répondre à votre question. Ça renvoie effectivement à l'essence du métier de magistrat. Je disais qu'un magistrat, ça décide tout le temps. Ça passe ses journées à décider. Et ça le fait dans une configuration qui est très particulière, avec effectivement un certain nombre de fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, il y a la culture du doute, effectivement. Parce qu'on dit effectivement qu'un juge ou un procureur aussi qui ne douterait plus de ce qu'il fait, je pense qu'il deviendrait extrêmement dangereux en raison des conséquences des décisions qu'il pourrait rendre. Moi, je suis toujours catastrophé, il n'y a pas d'autre mot, quand j'entends des collègues dire qu'en 30 ans, ils ne se sont jamais trompés. Je serais incapable de dire quelque chose comme ça. Et je ne comprends pas qu'on puisse dire effectivement quelque chose comme ça. Donc le doute, il fait effectivement partie d'une part essentielle du métier qui vous recherchez une vérité. Alors, au bout du compte, cette vérité, ce sera la vérité judiciaire, qui est peut-être pas forcément la vérité tout court, mais qui va essayer de s'en approcher le plus. Mais dans cette quête de la vérité, il y a des codes. Et l'un de ces codes, c'est que le doute doit bénéficier à l'accusé, et qu'il faut respecter ces choses-là. Alors, il y a effectivement d'autres fondamentaux, je pense, qui peuvent donner confiance, si on les respecte. C'est effectivement avoir le courage de s'en tenir à une règle qui peut éviter de faire beaucoup de bêtises. C'est la règle qui consiste à ne jamais faire d'un dossier une affaire personnelle. À partir du moment où on fait d'une affaire une affaire personnelle, effectivement, on prend le risque d'avoir un jugement qui, effectivement, dans ce cadre de vérité et d'objectivation des choses, risque de fausser votre approche du dossier et peut effectivement vous conduire à prendre des décisions qui seront mauvaises et qui peuvent être effectivement très dangereuses pour les justiciables. François Molins, une question un peu personnelle, puisque vous évoquiez tout à l'heure votre expérience de l'alpinisme. On parlait du lien entre le courage personnel et le courage collectif. S'il y a bien un lieu où le courage est collectif, c'est quand on est encordé sur la montagne. C'est l'accordé, oui, ça je vous confirme. Je pense qu'il n'y a pas de modèle plus idéal d'échange, de solidarité et de partage, notamment sur le risque, et le courage et la responsabilité. Et alors qu'est-ce que ça vous a appris justement sur le lien entre le courage personnel et le courage collectif? Effectivement, la force qu'on peut avoir effectivement à partager quelque chose avec quelqu'un, et puis la force immense que peut donner la confiance qu'on peut avoir en l'autre. Et ça, je pense effectivement que ça... Moi, j'ai beaucoup cru dans la force des équipes. J'ai toujours beaucoup cru dans la force des équipes dans laquelle je travaillais, même quand je n'en étais pas le chef. Et je pense effectivement que c'est quelque chose qui, si c'est bien géré, vous tire vers le haut en permanence d'une façon qui est absolument fantastique. Denis Duverne, on est dans un monde, on l'évoque depuis le début de ce débat, qui se transforme beaucoup. Il y a notamment toute la transformation numérique, la transformation digitale, où tout change très très vite, les usages changent complètement, c'est assez déroutant, il faut inventer en permanence, et là aussi on peut douter. Alors, j'aimerais vous reposer cette question aussi, vous, comment vous gérez le doute et le courage de la décision face au doute pour inventer votre entreprise de demain? Alors, d'abord, je crois qu'il faut avoir toujours de l'humilité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en position d'autorité que l'on sait. Bon. Et puis ensuite, quelquefois, il faut accepter de donner du temps au temps, c'est-à-dire pas se précipiter dans la décision. Il y a des décisions qui requièrent un peu plus de réflexion, un peu plus d'analyse, d'aller recueillir d'autres points de vue. Donc il y a toujours ce contraste entre le temps court et le temps long. Et à la fois, il ne faut pas manquer certains virages et donc ne pas traîner dans la décision, mais en même temps, il faut aussi prendre le temps de se poser, de se mettre à plusieurs et de se dire on se donne 3 mois, 6 mois pour regarder cette question, la creuser, avoir des opinions extérieures, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs horizons de temps, plusieurs niveaux d'investissement, et donc il faut quelquefois prendre le temps pour réfléchir, prendre des avis, et si on ne sent pas qu'on est à l'aise avec les décisions, si ayant dormi dessus, on se dit je ne suis pas encore sûr qu'on est arrivé au bon point, mais il faut prendre un peu plus de temps. Douter mais décider quand même, c'est du courage? Bien sûr. Bien sûr. En fait,
Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'administration et quand je suis passé au secteur privé, la chose qui m'a frappé le plus, c'est que dans l'administration, on prenait vraiment le temps, j'avais l'impression qu'on éliminait toutes les hypothèses avant de décider quelque chose. Et dans l'entreprise, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas souvent le temps de faire ça. On a un rythme de décision qui est nécessairement plus rapide. Mais il faut aussi faire le partage entre les choses qui ont besoin d'être décidées vite, il y en a beaucoup, et puis les choses sur lesquelles on peut avoir le luxe de prendre un peu de temps, non pas de traîner, mais de prendre du temps. Et puis aussi, il faut, par exemple, les décisions, pour moi, les plus difficiles, c'est les décisions de personnes. Marguerite l'évoquait tout à l'heure en disant qu'il faut confier les dossiers aux bonnes personnes. Prendre les bonnes décisions de personnes, c'est très difficile. Et donc, nous, on a une règle, c'est une boule noire, c'est pas la bonne décision. Il faut qu'il y ait unanimité sur les décisions de personnes pour avancer, parce que c'est probablement les décisions les plus difficiles à prendre. Marguerite Bérard, on évoque le doute. Vous êtes aussi dans le métier, par essence, en tant que banquier, du risque, voilà, de la prise de risque. Je citais tout à l'heure Nelson Mandela qui disait « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre ». Est-ce que vous avez peur? Et quand vous prenez une décision, comment vous gérez cette peur? Je crois que le doute, la peur, ça renvoie aussi à notre rapport à l'erreur et à l'échec. Et en fait, si on n'accepte pas que ça fait partie de l'expérience qu'on va ressentir, alors il ne faut pas y aller. Parce que je suis absolument d'accord avec ce que disait François Molins tout à l'heure. Quelqu'un qui ne doute pas devient extrêmement dangereux. Et donc, il faut accepter que, voilà, on fait son analyse de la meilleure façon possible, on pèse un bénéfice, on pèse un risque, on prend des avis, et puis, à un moment donné, on y va. Moi, je me souviens de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un banquier qui maintenant est à la retraite, qui me disait que pour faire un bon banquier, il faut prendre quelqu'un qui s'est pris beaucoup de tôle. Et en fait, alors, du coup, on organise des courbes d'expérience pour que ce soit quelque chose d'acceptable. Mais en fait, voilà, l'expérience et aussi le fait d'avoir parfois pris des décisions qui pouvaient ne pas être les bonnes, d'en tirer un enseignement, une expérience à la fois individuelle et collective, c'est ce qui vous fait grandir. Et donc, voilà, le doute, la crainte, l'erreur fait partie de l'expérience et c'est très bien comme ça. C'est parfois aussi un moteur pour continuer à avancer. Peut-être un truc pour tous les dirigeants qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent par l'intermédiaire de la radio. Entre nous, Marguerite Bérard, vous êtes seule dans votre bureau, là. Il y a un gros dossier, vous avez votre stylo, vous devez signer. Où est-ce voilà, s'il y a un truc à vous pour allez, j'y vais, c'est quoi? Non, au moment où je signe, honnêtement, j'allais dire la messe est dite, c'est-à-dire que là, là, franchement, on a regardé le dossier sous tous les angles et effectivement on y va. Mais je crois, parce qu'on l'a encore une fois beaucoup partagé aussi ensemble dans cet échange, que voilà, croiser les regards. Et c'est quelque chose que nos maisons font beaucoup, c'est-à-dire que l'instruction d'un dossier est souvent, elle est collective. Il y a des décisions dans une banque, on parle des quatre yeux, c'est-à-dire que on n'est pas tout seul. Oui, à un moment donné, on engage sa responsabilité. Oui, à un moment donné, si jamais on a commis une erreur, bien sûr qu'on rendra des comptes, etc., et qu'il faudra pouvoir expliquer. Mais on n'est pas nécessairement seul. Et puis après, on prend une grande respiration, puis on y va. François Molins, pour conclure, on évoquait le doute, on évoquait la peur. Vous, les décisions que vous prenez, elles engagent pas simplement de l'argent, des investissements, elles engagent la vie de personnes. Enfin, c'est très très profond, c'est très intime. Qu'est-ce qui est la source profonde, spécifique à vous, François Molins, pour trouver le courage face à la peur de se tromper?
C'est vraiment très, très, très compliqué. Non, je disais tout à l'heure qu'il faut respecter certains fondamentaux. Après, quand vous prenez une décision, à un moment donné, vous pouvez aussi avoir une prise de risque. Vous n'êtes pas complètement sûr de ne pas vous tromper. Mais à partir du moment où, sur un dossier, vous arrivez à objectiver un certain nombre de facteurs, eh ben, votre décision, vous la prendrez et vous l'assumerez. Ce qui peut sécuriser les choses, et c'est pas ce que je veux dire, il ne faut pas le comprendre comme une sorte de défausse de la responsabilité, c'est qu'on s'inscrit aussi dans une chaîne et qu'on a des séquences au cours desquelles les regards vont se multiplier. Donc en fait, on n'est jamais seul. Vous êtes procureur, vous récupérez un dossier d'enquête concernant des faits qui sont difficiles à établir, vous allez porter ce premier regard sur un dossier. Mais vous rentrez après dans un process qui est assez complexe, qui va voir intervenir d'autres acteurs. Vous allez avoir un avocat qui viendra vous tenir le discours inverse pour défendre la personne que vous allez poursuivre. Et puis, vous allez avoir un juge qui, effectivement, portera un regard différent et qui est aussi une bonne garantie, parce que si par hasard, en réalité, vous avez pris une mauvaise décision et que vous vous êtes trompé, il a encore les moyens de la corriger. Et même si la décision n'est pas corrigée, mais que la personne est condamnée, elle va quand même avoir le pouvoir de faire appel, et la juridiction d'appel pourra éventuellement réformer tout ça. Donc on a dans la quelque position chose qui est la vôtre à la Cour de cassation, vous êtes bel et bien le dernier rempart. Donc. Oui, mais on ne juge pas en fait à la Cour de cassation. Ce n'est pas un 3e degré de juridiction, on n'est pas fait pour ça, même si on a des dossiers très emblématiques. Donc il y a aussi ce process finalement qui fait que c'est la multiplication des regards, et ce séquençage qui fait que, encore une fois, ce n'est pas une déresponsabilisation, parce qu'on est en responsabilité quand on prend la décision ou de poursuivre ou de classer. Mais il y aura d'autres regards, et c'est heureux, parce qu'effectivement, la justice est humaine, et on s'aperçoit que certains éléments qui peuvent paraître solides, en réalité, peuvent s'avérer très fragiles, lorsqu'on les confronte après à la contradiction ou à c'est extrêmement compliqué de répondre à la question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu d'ailleurs. On termine juste avec vous, Denis Duverne. C'est quoi au fond le courage? C'est celui de refuser d'avoir du courage tout seul? Je pense qu'effectivement, le courage, ce n'est pas le fait de prendre des décisions en étant sûr de ne pas se tromper. Effectivement, quand on prend une décision stratégique, on essaye de prendre la bonne décision. Mais notre métier, dans la prise de risque, ça consiste simplement à faire en sorte qu'on a évalué les risques de façon raisonnable et qu'on va se tromper dans des proportions qui sont à peu près celles qu'on a estimées. Donc, on n'est pas du tout dans le principe de précaution. Notre métier, c'est d'assumer les risques pour le compte de nos clients, parce que nos clients sont exposés à des aléas, des inondations, des tremblements de terre. Et donc, pour nous, prendre des décisions risquées, c'est notre métier de tous les jours. Et il faut simplement qu'on les prenne dans des proportions, en ayant un risque absolument raisonnable de ne pas se tromper. Voilà. Immense merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui aux entretiens de Valpré. Merci Marguerite Bérard. Je rappelle que vous êtes directrice du réseau France de BNP Paribas. Merci à vous François Molins, procureur général près la Cour de cassation. Et merci à vous Denis Duverne, président du conseil d'administration d'AXA. Voilà.